Bonjour à tous et bienvenue à vous. Bonjour Guillaume Pelletier. Bonjour. Et merci de nous accompagner. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche. Et pour vous interroger, je suis entouré de Nicolas Barré des Échos. Bonjour à vous Nicolas. Bonjour Sonia. Et du penseur et sociologue Mathieu Bock-Côté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Député Les Républicains du Loir-et-Cher, ex-numéro 2 du parti, vos positions, Guillaume Pelletier, tranchées, vous ont souvent valu l'incompréhension, voire même parfois la colère de votre propre camp. L'heure de la clarification est arrivée. Êtes-vous convaincu sincèrement par la candidate de votre parti, LR, Valérie Pécresse, et allez-vous donc vous ranger naturellement, j'allais dire derrière elle, ou bien l'aventure zémourienne est-elle plus conforme à vos idées? Dans ce cas, vous pourriez franchir le Rubicon et tenter l'union des droites sous la bannière Éric Zemmour. Votre choix en tant que député Les Républicains et ancien numéro 2 de votre parti est évidemment important. Il aura des répercussions dans la vie politique. Nous allons en parler. Mais tout d'abord, vous avez voté il y a quelques jours contre le pass vaccinal, affirmant, je cite, « Je préfère la lumière de la raison au dogme de la peur ». En quoi le pass vaccinal est-il, de votre point de vue, l'incarnation du dogme de la peur? Parce que tout est fait depuis 2 ans pour faire croire au peuple français qu'il n'y a qu'une seule solution à cette crise sanitaire que nous connaissons. Emmanuel Macron l'a d'ailleurs avoué il y a quelques jours lors de la conférence de presse qu'il donnait sur la question européenne en disant « Notre stratégie, c'est le vaccin, le vaccin, le vaccin ». Je suis vacciné, je suis favorable à la vaccination, en particulier des plus fragiles et des plus vulnérables. Je rappelle par exemple qu'à cette heure, 400 000 Français de plus de 80 ans ne se trouvent toujours pas vaccinés, particulièrement des Français âgés des territoires où je vis, le monde rural, parce qu'ils sont éloignés de nos médecins, mais qu'il existe des stratégies complémentaires. Le vaccin, oui, à la condition que nous disions au peuple français la vérité. La vérité qu'il existe désormais des traitements qui viennent d'être autorisés par l'Union européenne dans l'Europe entière et que la France se doit de financer pour accélérer leur développement. Qu'il existe des brevets dont il nous faut lever pour qu'ils deviennent universels. Et puis il existe une toute autre stratégie également, qui est la stratégie de sauvetage de l'hôpital. L'hôpital français, depuis 40 ans, est malade. Oui, mais ça fait 2 ans qu'on dit à long terme. Et s'il y a 2 ans, les décisions avaient été prises par ce gouvernement, nous ne serions pas là aujourd'hui. Des milliers de lits ont été fermés. Et il faut les rouvrir, il faut par augmenter... manque de personnel, souvent. Il faut, vous avez raison, augmenter l'attractivité, donc la rémunération de tous nos soignants, en particulier de nos infirmiers, infirmières. Il faut avoir l'audace de revenir sur ce qui a détruit l'organisation de l'hôpital, les fameuses 35 heures. Je propose, par exemple, qu'on puisse proposer sur la base du volontariat, en échange d'une très forte augmentation des salaires, de rebasculer dans les 39 heures. Il y a plein de possibilités. Et puis, un sujet qui est souvent passé sous les radars, c'est l'alliance nouvelle entre l'hôpital public et les cliniques privées. Vous savez, le président des cliniques privées de France disait que, avec la crise, ils sont passés de 1000 à 2000 lits de réanimation, mais s'ils disposaient d'autorisations nouvelles du gouvernement et des agences régionales de santé, ils pourraient passer à 4000 lits de réanimation. Donc on voit bien qu'une politique de la sagesse, de la raison, de la science, c'est de dire aux Français que le vaccin est utile, bien sûr, particulièrement pour les plus fragiles et les plus vulnérables, mais qu'il existe des stratégies complémentaires. Mais quand même, Guillaume Pelletier, est-ce que la responsabilité d'un homme ou d'une femme politique, c'est pas d'inciter les gens, comme vous le faites, à se vacciner? Et donc, cette affaire du pass avec ce qui s'est passé au sein du groupe LR crée quand même de la confusion, non? Non, je crois que ce qui crée de la confusion, c'est l'addition des mensonges depuis 2 ans. On nous a menti sur les masques, on nous a menti sur les tests, on nous a menti sur les vaccins. Rappelez-vous le Premier ministre lui-même qui, à la fin de l'été, nous disait qu'une fois vaccinés, il n'y aurait plus aucune contamination possible. Comment voulez-vous que les Français fassent confiance à ce gouvernement? Il ne le savait pas au moment où il le disait. Probablement. Dire, nous ne savons pas à l'heure actuelle des recherches et de la science, mais peut-on il ne fallait pas alors être péremptoire. Les Français, vous savez, acceptent que nous puissions ne pas savoir. Et la sagesse commande l'addition complémentaire des solutions. C'est en tout cas la position que j'ai défendue, pas seul, avec 23 de mes collègues parlementaires des Républicains et puis 92 autres députés de l'Assemblée nationale. Mais vous dites justement plusieurs solutions. Nous sommes dans un moment d'urgence, une situation d'exception. Est-ce que de ce point de vue, le passeport vaccinal, aussi critiquable soit-il, n'est pas un instrument parmi d'autres pour accélérer la sortie de crise? Bien, je ne crois... Alors, d'abord, ça entraîne une crise démocratique.
avec des violences des deux côtés. Donc je ne suis pas certain qu'il soit une solution raisonnable. Moi, je crois au contraire qu'une solution raisonnable, à la place du président de la République, j'aurais très précisément dit: nous allons mettre tous les moyens pour permettre, sur la base du volontariat, aux personnes les plus fragiles et les plus vulnérables, nos anciens en particulier, d'avoir accès à la vaccination. Je répète, 400 000 Français de plus de 80 ans qui ne sont pas vaccinés à l'heure où nous parlons. Il est là le sujet. Et pour le reste, un développement des masques, des tests, des traitements. Parce que c'est ça la perspective d'espoir aussi, parce qu'il va bien falloir un jour que nous puissions sortir de manière apaisée de cette terrible crise sanitaire. Vous venez de dire violence des deux côtés. Je l'ai noté dans votre argumentaire. De quoi parlez-vous des deux côtés ? Il y a, vous savez, moi je suis député de la Nation. Par ma position, je reçois des menaces. Je sais que des députés qui pensent différemment reçoivent des menaces. Donc il y a une violence gravité extrême, de mort. Et je dénonce de manière très forte toutes ces violences. Mais je dis aussi que la classe politique porte une forme de responsabilité. Quand le président de la République, cette semaine, utilise des mots lourds et grossiers et tente de détourner les Français de l'essentiel et de créer au fond une double société, un clivage entre les vaccinés et les non-vaccinés, je dis que ça n'est pas raisonnable. Mais la violence des mots, quelle que soit leur vulgarité, ne peut pas, légitimer une violence bien dit que je dénonçais des menaces. Toutes les violences, mais elles ne sont pas équivalentes. Pas du tout. Je dis que la violence des actes, elle est intolérable et elle doit être sanctionnée. Mais j'appelle la classe politique à la retenue et à la sagesse aussi sur les questions sanitaires. Et je pense que le président de la République serait avisé de présenter aux Français ces dispositifs complémentaires pour apaiser notre société. Chacun a bien compris qu'un non-vacciné testé négativement est moins dangereux pour notre santé qu'un vacciné. Monsieur le député, allons dans votre raisonnement. Soyons très raisonnables. Supposons que toutes ces alternatives soient possibles. Pourquoi l'exécutif ne les met-il pas en place? Je suppose que le gouvernement n'a pas intérêt à bloquer des brevets, à ne pas parler de traitement pour qu'on sorte plus rapidement de la crise. Pourquoi est-ce qu'il ferait cela, selon vous? Parce que je pense que le président de la République, de manière très cynique, et je dénonce d'ailleurs cette attitude, et à travers la fausse gaffe de cette semaine, il l'a démontré, et au final avoué, il souhaite détourner les Français de l'élection présidentielle. Il souhaite voler l'élection présidentielle aux Français et substituer au fond à la question centrale, la question identitaire, la seule question sanitaire. Au fond, Emmanuel Macron aimerait que le virus reste le virus, pas qu'il souhaite qu'il se propage, reste le seul thème de l'élection présidentielle. Nous pensons, et nous sommes innombrables en France, à considérer que le grand sujet qui vient, c'est, Laurent Wauquiez d'ailleurs l'avait dit, c'est que la France reste la France. Là est le grand sujet de l'élection présidentielle. Cette présidentielle sera un rendez-vous civilisationnel et certainement pas un rendez-vous sanitaire. Quand il y a 300 000 personnes qui sont testées positivement, c'est quand même un vrai sujet par jour. Mais c'est un sujet, mais vous aurez remarqué, et de nombreux médecins... C'est pas le président de la République qui l'invente, ça, c'est une réalité. Et de nombreux médecins le disent, bien sûr qu'il y a des personnes contaminées. Est-ce qu'il y a une vague considérable, comme elle était annoncée, de morts en France? Les bénéfices du vaccin peut-être expliquent. À l'heure où nous parlons, quel est le taux de survie présenté par les agences régionales de santé sur cette maladie? En fait, la question, 1%. Monsieur Pelletier, 99% et 1% de mortalité. La vague Omicron. La moyenne des décès, et chaque mort est un mort de trop, je ne dis pas le contraire, 85 ans. J'appelle juste à la raison, à la mesure et à la sagesse sur ce sujet-là, et de bien dire aux Français, bien sûr que la question sanitaire est importante et nous devons y apporter des réponses fortes, telles que je viens de le faire. Mais ne vous laissez pas voler l'essentiel de l'élection présidentielle. Mais Emmanuel Macron, pour l'instant, joue bien sur le plan strictement politique. Il a réussi à imposer la question sanitaire, à déclasser la question identitaire à laquelle vous faites référence. De ce point de vue, sa petite phrase est une réussite. C'est une incontestable réussite cynique provisoire. Emmanuel Macron est le président en chef du cynisme politique. Mais les Français ne sont pas dupes, il reste 90 jours, et je n'ai aucun doute qu'à ce clivage virtuel qu'il tente d'imposer entre vaccinés et non vaccinés, apparaîtra bientôt le clivage réel entre des élites françaises qui acceptent d'être remplacées et un peuple français qui n'accepte pas d'être remplacé. Là est le grand sujet. Vous dites les Français n'accepteront pas Guillaume Pelletier, mais les propos d'Emmanuel Macron n'ont pas choqué, semble-t-il, en tout cas la soignante qui lui a posé la question. Et il reflète, je dis bien attention, il reflète une partie de l'exaspération quand même d'une partie des Français qui, sans utiliser peut-être ce langage,
disent qu'une partie des Français n'ont pas rempli leurs responsabilités ou leurs devoirs, justement, en ne se faisant pas vacciner. Moi, je pense, vous savez... Vous les entendez aussi? J'ai été maire d'une commune rurale. Je vis chez moi en Sologne, dans le département de Loir-et-Cher, qui est le 94e département sur 95 sur la question des déserts médicaux. Nous n'avons pas accès à des médecins généralistes. Et je crois que si le président de la République avait été honnête et avait dit que la priorité vaccinale doit être accordée aux plus fragiles, à ces 400 000 Français, pardon de le répéter pour une troisième fois, mais c'est tellement le sujet, de plus de 80 ans, des gens qui sont dans le Loir-et-Cher comme dans toutes les provinces de France, qui n'ont pas accès à la médecine de proximité. Vous semblez penser que le gouvernement les a abandonnés, qui ne va pas vers eux. C'est le cas selon vous? Je le pense. Je pense que, alors, pas que ce gouvernement, il faut toujours... qui sont menées pour justement aller vers ces... Des campagnes numériques, des campagnes sur Internet. Vous savez, c'est une France qui a été oubliée, pas simplement par ce gouvernement. Ça fait 40 ans que ça dure et il faut bien sûr y mettre fin. Vous savez, il y a des solutions sur la santé de proximité. Moi, j'ai déposé une proposition de loi il y a quelque temps. Je l'avais développée dans mon livre Milieu de cordée. Je souhaite que le gouvernement embauche de manière urgente 1000 médecins salariés, 1000 médecins salariés, comme l'a remarquablement fait le département de Saône-et-Loire, pour permettre à chaque Français, et en particulier à chacun de nos anciens, de nos fragiles et de nos vulnérables, d'avoir accès à un médecin généraliste. C'est le vivier si tel était le cas, nous ne serions pas dans cette situation. On va marquer une pause, Guillaume Pelletier, et poursuivre notre émission en parlant aussi, je vais dire plus spécifiquement, de politique pour ne pas s'enfermer dans le sanitaire. Et puis, je le disais en introduction, l'heure de la clarification est venue. Un choix important est à faire en vue de 2022. Vous nous le direz en exclusivité dans quelques instants. À tout de suite. Et notre invité en ce dimanche est l'auteur du livre Milieu de cordée. Et si la droite parlait à nouveau à tous les Français, Guillaume Pelletier, député LR, vous avez été, je l'ai précisé tout à l'heure, numéro 2 du Parti Les Républicains jusqu'à récemment. Vous êtes toujours membre de ce parti. Vous êtes, par vos propos, parfois, vous avez été brocardé. Il y a eu une colère, parfois, dans votre propre camp, jusqu'à, j'y pense récemment, lors du meeting à Villepin d'Éric Zemmour, où vous avez dit que c'était un discours pour la France. Alors la question est directe. Est-ce que vous allez, en tant que les Républicains, soutenir pour la présidentielle Valérie Pécresse, ou est-ce que c'est Éric Zemmour, Guillaume Pelletier, qui incarne mieux vos idées? Quel est votre choix pour 2022? Alors j'ai pris ma décision avec beaucoup de gravité et d'enthousiasme. J'ai pris le temps de la réflexion et j'ai mesuré l'enjeu. J'aime la France depuis mon enfance et j'ai décidé depuis près de 20 ans, par mon engagement politique et civique, de la servir. J'ai été numéro 2 des Républicains, j'ai été porte-parole de Nicolas Sarkozy, je suis député du peuple. Et je crois qu'au nom de la droite forte que j'ai fondée au sein des Républicains et qui avait remporté le Congrès en 2013, au nom des 40% des adhérents les Républicains qui ont voté comme moi pour Éric Ciotti il y a quelques semaines, j'ai pris la décision de soutenir le seul candidat de la droite, le seul candidat fidèle aux valeurs du RPR, le seul candidat capable de battre Emmanuel Macron parce que capable de rassembler tous les électeurs de droite, le seul candidat fondamentalement courageux et lucide sur l'état de la société française. J'ai décidé de soutenir Éric Zemmour pour qu'il soit notre prochain président de la République. Le député Les Républicains que vous êtes aujourd'hui, ancien numéro 2 du parti, rejoint Éric Zemmour. Quel est, Guillaume Pelletier, le sens de votre démarche? Est-ce que c'est une démarche personnelle aujourd'hui, un choix individuel que vous faites eu égard à votre parcours que vous venez de décrire? Je suis le premier et pas le dernier. C'est le début d'une vague montante parce que, vous savez, si j'ai été le numéro 2 des Républicains, c'est pas parce que j'étais une personnalité uniquement isolée. Je devais avoir j'ai des défauts, hein. Bien entendu, j'ai commis des erreurs, mais j'ai un certain nombre de qualités. J'ai été le bras droit de Philippe de Villiers pendant des années, lors du traité constitutionnel européen. J'ai été le porte-parole d'un président de la République, Nicolas Sarkozy. J'ai été le numéro 2 de ma famille politique avec Laurent Wauquiez. J'ai toujours essayé, depuis toujours, de poser les conditions d'une refondation de la droite française pour quitter le vieux piège de François Mitterrand, imposé à ma génération, il y a 40 ans, que de nous dire... Puisque la gauche est minoritaire, nous allons diviser la droite majoritaire pour l'empêcher de gouverner. Et donc, avec d'innombrables élus locaux, militants adhérents, j'avais fait 30% des voix chez les Républicains, Éric Ciotti en a rassemblé, avec mon soutien et tant d'autres, 40%. Cet
énormément d'adhérents les Républicains qui veulent que ça change. Qui considèrent, et je vais y revenir, qui considèrent que celui qui est le plus proche de nos convictions, celui qui porte la stratégie la plus opérationnelle et celui qui est le plus courageux, c'est Éric Zemmour. Mais vous venez de le dire, vous avez voté Éric Ciotti pendant la primaire. Pourquoi ne pas rester dans cette famille et essayer de la faire gagner? Alors, je vais vous dire pourquoi. J'ai rencontré Valérie Pécresse le 8 décembre dernier. Je lui ai posé un certain nombre de questions, ça a duré près d'1 heure et demie. Et entre autres, une question majeure pour moi. Est-ce qu'elle s'engage, à l'inverse de ce qu'elle a fait en 2017, à ne pas soutenir, à ne pas rallier Emmanuel Macron en 2022? Nous sommes le 9 janvier, je n'ai pas eu la réponse. Je n'ai pas confiance. Je n'ai rien contre Valérie Pécresse humainement, je la connais bien. Votre mot est fort, vous n'avez pas confiance. Oui, je n'ai pas confiance. Vous êtes encore là, à l'heure où vous parlez, membre des Républicains. Vous ne le serez peut-être plus dans quelques minutes, quelques heures. Oui. Mais oui, de toute façon, je suis confiance. Au nom de cette cohérence, moi je me mets en retrait, je ne suis pas là pour faire semblant. J'assume mes convictions. Mais concernant Valérie Pécresse, que je n'attaque pas humainement, j'ai du respect pour elle, on s'entend bien. Je veux vraiment que chacun comprenne. Valérie Pécresse, c'est Emmanuel Macron. Valérie Pécresse, acte 1, a voté Emmanuel Macron en 2017. Valérie Pécresse, acte 2, a quitté les Républicains en dénonçant, à travers Laurent Wauquiez, et moi-même, puisque j'étais le vice-président de Laurent Wauquiez, une droitisation excessive de notre famille politique. Valérie Pécresse s'en est prise à Nadine Morano, mon amie, en l'accusant d'être trop à droite, a annoncé, acte 3, le soir même de sa victoire, qu'elle ne prendrait pas en considération, c'était sur TF1, les idées d'Éric Ciotti. Et l'acte 4, pardon, mais attendez, c'est important, symbole des symboles, alors qui me concerne moi, mais à travers moi, l'ensemble des électeurs, les Républicains, puisque je dis dans un tweet, ce que j'assume parfaitement, que le discours d'Éric Zemmour était un discours courageux, je suis sanctionné de ma vice-présidence. Je n'ai donc aucune garantie de ce non-ralliement à Macron. Mais est-ce que c'est la rancœur, je dois vous poser la question, est-ce que c'est une forme de rancœur qui parle? Vous avez été écarté d'une vice-présidence. Est-ce que vous entendez ce que disent vos camarades en ce moment des Républicains, Guillaume Pelletier peut-être là, en vous regardant à la télévision, en vous écoutant à la radio, mais il est allé manger à tous les râteliers, il est passé par Philippe de Villiers, ensuite Nicolas Sarkozy, etc. Et finalement, il n'est pas fiable, Guillaume Pelletier. Qu'est-ce que vous leur dites? Alors, je vais leur dire deux choses. Vous savez, les jaloux, les incultes utilisent le mot girouette. Une girouette qui monte toujours la même direction, ça s'appelle une boussole. Depuis toujours, et même un enfant le comprendrait, avoir soutenu Philippe de Villiers, Nicolas Sarkozy, Laurent Wauquiez, on comprend globalement quel est mon ADN politique, ma colonne vertébrale. C'est la droite forte et la France forte, premièrement. Deuxièmement, je fais tout cela sans aucune aigreur. Vous savez, il était beaucoup plus simple pour moi de choisir la voie du confort et de la carrière. Ce que font beaucoup d'autres, c'est ce que vous dites dans votre camp? Non, moi je vais y revenir, je lance d'ailleurs un appel à tous ceux qui ont cru en Charles Pasqua, en Philippe Séguin, en Nicolas Sarkozy, à tous les électeurs et les Républicains, à nous suivre et à nous rejoindre avec Éric Zemmour. Mais je le fais avec aucune erreur, je fais le choix du courage plutôt que de la carrière. Je fais le choix du destin plutôt que de la tactique. C'est un acte de foi que je pose. Et donc, j'invite ceux qui disent que c'est une opportunité. Vous avez quitté une candidate qui est aujourd'hui en 2e position pour un candidat qui est aujourd'hui en 4e position. C'est plutôt un choix courageux. Mais parce que j'ai la conviction qu'avec Éric Zemmour, et j'y reviendrai, je vous dirai pourquoi, va gagner cette élection présidentielle. Mais pour l'instant, justement, vous avez évoqué quelques figures. Éric Ciotti, on pourrait Nadine Morano, on pourrait nommer Julien Aubert. Il y a plusieurs figures chez les Républicains qui sont de votre tendance. Et pour l'instant, ils ont tous porté allégeance à Valérie Pécresse. Vous êtes seul. Comment expliquez-vous le fait qu'ils décident de poursuivre avec Valérie Pécresse en ce moment? D'abord, on est à 90 jours de l'élection présidentielle. Il en fallait bien un premier. Moi, j'ai l'honneur d'être ce premier, d'avoir posé ce choix. J'ai absolument pas de doute que nombreux vont être ceux qui vont nous rejoindre dans les prochaines semaines. Il faut juste qu'ils comprennent la chose suivante. Puisque Valérie Pécresse, c'est Emmanuel Macron, c'est la même chose. Puisque Valérie Pécresse n'a aucune chance de l'emporter. Pourquoi? Si. Il faut que chacun comprenne. Valérie Pécresse est un vote inutile. Pourquoi? Parce que Valérie Pécresse, vous savez, il y a un aveu ce matin qui est formulé par Manuel Valls dans Le Parisien. Manuel Valls dit que cette élection présidentielle va se jouer entre le bloc progressiste, incarné par Emmanuel Macron et Valérie Pécresse d'un côté, et l'union des droites que seul Éric Zemmour peut réussir compte tenu de son histoire et de son parcours. Pardonnez-moi, il ajoute que l'union des droites
avec sous Éric Zemmour, c'est la bannière de la haine, dit-il. Oui, mais vous savez, ces mots, nazisme, fascisme, extrême droite, haine, utilisés par ceux qui depuis 40 ans ont participé à tous les gouvernements et ont échoué. On peut se presser d'en rire, de peur d'être obligé d'en pleurer. Mais les Français ne sont pas dupes. Qui est responsable de la situation violente de la société française? C'est une classe politique qui a échoué. Qui a abîmé la France? Qui a affaibli la République? C'est Éric Zemmour ou c'est 40 années de gouvernement? Et puis, enfin, oser, et ça je voudrais vraiment le dire, qualifier un Français juif berbère d'Algérie, dont la propre famille, celle d'Éric Zemmour, a vu le régime de Vichy le priver de nationalité française. C'est une honte. Éric Zemmour et sa famille ont été marqués dans leur chair parce que représente l'immonde régime de Vichy. Donc les qualificatifs de haine et d'extrême droite, ça suffit. Alors quel est le grand clivage de la présidentielle qui vient finalement? C'est-à-dire ce n'est pas seulement gauche-droite, si je comprends bien pour vous. Quel est le cœur de ce clivage qui se définit? Je pense que il y a évidemment ce clivage droite-gauche qui existe, mais auquel s'ajoute un clivage beaucoup plus profond et beaucoup plus important, et que seul Éric Zemmour porte aujourd'hui. C'est au fond, d'un côté, la tyrannie des minorités, face à l'incroyable majorité silencieuse, dont je suis l'élu d'ailleurs, l'un des élus, qui ne supporte plus de voir ses modes de vie, sa culture, ses traditions, le bon sens, bafoués à ce point par ceux qui nous gouvernent. Je vais vous prendre quelques exemples. Aujourd'hui, si vous dites que vous défendez l'altérité entre les hommes et les femmes, le droit pour chaque enfant à disposer d'un père ou d'une mère, si vous dénoncez l'écriture inclusive d'exclusion, vous êtes considéré comme un homophobe. Si vous mettez à l'honneur votre patriotisme, votre amour de la France, de l'hymne national, du drapeau tricolore, vous êtes considéré comme un raciste. Si vous déclamez votre amour pour la France rurale, pour nos traditions, pour la pêche, pour la chasse, non, c'est la réalité que vivent des millions de Français qui n'en peuvent plus et qui vont dire à l'occasion de cette élection présidentielle: la majorité silencieuse va devenir bruyante, va reprendre le pouvoir, ce ne sont plus aux minorités de gouverner la France. Et vous croyez que ce sera le chemin avec Éric Zemmour? Vous l'avez annoncé en direct, je veux dire en exclusivité. Vous êtes le premier, en tout cas un député Les Républicains qui a rejoint Éric Zemmour. On va continuer à en parler. Vous nous direz pourquoi Valérie Pécresse, qui malgré tout est bien placée pour le moment, ne peut pas être la candidate qui fait l'union des droites et pourquoi ce serait Éric Zemmour. Et puis nous allons également aller sur l'appel que vous avez lancé à vos camarades, anciens camarades ou camarades Les Républicains? Camarades, bien sûr, on discute toujours ensemble et on va continuer à discuter. Une pause et on se retrouve. Et avec notre invité en ce dimanche, le député LR, en tous les cas encore pour quelques heures, Guillaume Pelletier, qui a donc décidé de rejoindre Éric Zemmour et aussi l'aventure Reconquête. Avant de nous dire pourquoi, selon vous, c'est le vote utile, Éric Zemmour, encore une question, Guillaume Pelletier. Pour ceux qui vont se demander aujourd'hui, Guillaume Pelletier, c'est combien de divisions? En gros, mais qu'incarnez-vous pour rejoindre Éric Zemmour? Qu'est-ce que vous allez lui apporter? Il suffit de regarder mon histoire. Alors ce serait idiot de le quantifier, mais enfin, puisque la question est posée, j'ai fondé la Droite Forte, qui est devenue le premier mouvement des Républicains, 30% des adhérents. Nous étions ensemble avec Éric Ciotti, 40% des adhérents Les Républicains. Donc je ne dis pas que je suis tous les Républicains, mais nous sommes une très forte, presque une majorité, une très forte minorité des Républicains à nous être posé ces questions et progressivement, dans les jours et les semaines qui viennent, à faire ce choix. Vous savez, la politique, c'est ou la carrière ou le destin. Il y en a, et je le respecte, je ne porte aucun jugement de valeur, qui font un autre choix. Moi, j'appelle, au-delà des adhérents, oui, au-delà des cadres locaux, mes collègues parlementaires, et je sais que d'autres vont venir, à faire ce choix et à penser sur le temps long. La carrière, le destin ou la fidélité, vous diront certains, ou la loyauté. Oui, la fidélité à mes convictions. Vous n'en êtes pas... Ah, vous savez, pas forcément de personnalité. Mon histoire, elle est, pour ceux qui me connaissent un peu, j'ai été... avec Philippe de Villiers pour voter non à la Constitution européenne en 2005. J'ai dirigé un axe fondateur d'ailleurs avec Philippe de Villiers. Oui. J'ai dirigé sa campagne en 2007 en posant pour la première fois la question de l'islam politique avec lui dans le débat public. J'ai soutenu Nicolas Sarkozy en 2012 qui fut tant décrié par les élites de la droite et soutenu par le peuple de France. J'ai défilé aux côtés de la Manif pour tous en 2013. Et vous y voyez une cohérence là, tout ce que vous me citez? Tout cela est l'aboutissement très logique au fond
de 20 ans d'engagement politique. J'ai fait 10 ans dans la droite hors les murs, 10 ans, un peu plus, 13 ans dans la droite républicaine. Mais mon combat depuis toujours, c'est de mettre fin à ce piège de François Mitterrand qui est un piège insupportable parce qu'au fond, prenons un peu de hauteur. Tous les électeurs de droite, nous sommes d'accord, bien sûr que nous avons quelques différences, mais nous sommes d'accord sur l'essentiel. Nous voulons mettre fin à l'immigration de masse. Nous voulons refaire des Français à travers l'école de la République, à travers le mérite, l'effort, l'amour de la France. Nous voulons réhabiliter, redonner envie aux Français de travailler et de lutter contre l'assistanat. Nous voulons et nous assumons l'idéal de la frontière et du protectionnisme sur le plan économique et migratoire. Toute cette France de droite cherchait un leader. Au fond, Éric Zemmour, c'est une chance. J'appelle chacun à saisir cette chance. La candidature d'Éric Zemmour est une chance pour la France et une chance pour la droite. Une partie de la droite enfin ne voit pas du tout une second tour, une chance qu'une partie des Français rejette, une chance qu'une partie des Français estime ne pas être capable d'assumer, en tous les cas de par certains critères et caractères, la fonction présidentielle. C'est aussi cela la réalité. Ben, je ne le crois pas. Moi, je crois que les Français vont découvrir pendant 90 jours. D'abord, rendez-vous compte, à partir de rien, Éric Zemmour est en train de construire. Vous savez, il y a des choses qui ne trompent pas. Les audiences. Vous êtes bien placé pour le savoir, à la télévision ou à la radio, dès qu'il fait une émission. Il est le premier partout. Les meetings, ces réunions publiques, avant-hier à Châteaudun, hier au Sable d'Olonne, des milliers de personnes, quand ma famille politique, que je connais, nous avons du mal ces derniers temps à rassembler du monde dans nos réunions publiques. Et donc, il y a, oui, dans les profondeurs de la France, une vague qui est en train de monter, confirmée, confortée par quelque chose de très important, c'est la stratégie qu'il pose. Il est le seul, Éric Zemmour est le seul à proposer d'accueillir à égalité toutes celles et ceux qui ont voté pour la droite républicaine, toutes celles et ceux qui ont voté pour Marine Le Pen. À l'inverse, Madame Le Pen ne veut pas des électeurs des Républicains et Valérie Pécresse ne veut pas des électeurs d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen. À l'instant que Valérie Pécresse, vous n'aviez pas confiance en Valérie Pécresse, mais Éric Ciotti a confiance en Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez a confiance également, et que vous le vouliez ou non aujourd'hui, si vous regardez les intentions de vote, c'est quand même elle qui a le plus de chances d'être au deuxième tour. Alors ça, je serais très prudent là-dessus. Par rapport à votre candidat. Sur la moyenne de la semaine, vous savez, 90 jours, c'est tellement long. Je connais ça par cœur. Vous avez une moyenne de 16% pour Madame Pécresse, de 16% pour Madame Le Pen et de 14%, voire un peu plus pour Éric Zemmour. C'est extrêmement serré. Et comme je le disais, il y a des marqueurs qui ne trompent pas. Ce sont les audiences et les meetings. Mais au-delà de ça... Mais ils ont confiance, ces leaders que je citais. Je pense on verra si la confiance est durable. On verra si la confiance est durable pour eux. En tout cas, je ne suis pas leur porte-parole. Moi, je parle en mon nom. Je ne veux pas, Nicolas Barré, être contraint de soutenir Emmanuel Macron avant le premier tour ou dans l'entre-deux tours. C'est pour ça que je fais ce choix. Je ne veux pas être l'allié d'Emmanuel Macron. Je ne veux pas mentir aux électeurs de droite. C'est pour ça que je fais ce choix de conviction. Je le répète, il était beaucoup plus simple pour moi, confortablement, d'attendre. Mais je ne le veux pas. Je ne veux pas mentir aux Français. Vous avez parlé du piège de François Mitterrand, qui consistait à casser la droite en deux, qui consistait aussi à tendre un cordon sanitaire autour du Rassemblement national, du Front national à l'époque. C'est la stratégie de la radioactivité. Oui. Est-ce que vous ne sentez pas à bien des égards qu'aujourd'hui, cette stratégie est menée contre Éric Zemmour et qu'elle fonctionne? Le fait qu'il génère aussi peu de ralliement pour l'instant quand même, c'est un signe qu'il est radioactif pour plusieurs, que la diabolisation fonctionne encore et qu'elle le cible aujourd'hui. Alors d'abord, ce qui compte, et c'est un député qui le dit, ce sont les ralliements populaires. Il a construit en quelques mois, de manière inédite par rapport à deux grandes formations politiques historiques, le Rassemblement national et les Républicains, une dynamique. Il s'appelait Emmanuel Macron. Exactement, un écho incroyable. Donc il a d'abord les ralliements populaires. Vous savez, hélas, les élus, les élites ne sont pas toujours les plus en phase immédiatement avec les aspirations profondes du peuple français. Mais il y a des élus mais je n'ai aucun doute. Monsieur Pelletier, vous dites élus, élite, il y a des... Je n'oppose pas, mais il y a des élus ruraux qui n'ont pas rejoint. Mais j'y viens. Mon raisonnement, je pars du bas pour aller vers le haut. D'abord le peuple. Éric Zemmour est en train de le convaincre sur des sujets essentiels. Il faut vraiment qu'on prenne le temps d'en parler, que la France reste la France. Parce que le sujet de l'identité, de l'islam, tout est là. Et de l'immigration. Et deuxièmement, vous avez écouté ce que disait le maire de Bonneval, en Eure-et-Loire, président de l'association des maires d'Eure-et-Loire.
notre ami Joël Billard, ce que disait Yannick Moreau, maire d'Olonne, et tant d'autres maires. Le témoignage de ce maire, je crois, de Gironde, qui est remarquable, qui dit « Je découvre un peu la politique, je viens d'être élu maire, et moi, mon choix de courage et de conviction, c'est de soutenir Éric Zemmour. » Alors pourquoi n'a-t-il pas les parrainages suffisamment? Pourquoi sa candidature n'a-t-elle pas créé un sursaut, puisque vous en semblez convaincu, un électrochoc pour obtenir les parrainages? Sur notre antenne cette semaine, il a lancé un véritable appel. Je ne dirais pas qu'il y a une forme de détresse, mais on lui a demandé s'il ne dramatisait pas la situation. Non, a-t-il répondu, j'ai 331 parrainages. Oui. Ça veut dire que l'aventure peut s'arrêter avant qu'elle n'ait commencé? D'abord, il y a deux choses dans votre question. La première chose, la date limite, c'est le 4 mars. Nous avons donc 2 mois pour remporter cette bataille des parrainages et je vais l'y aider de manière déterminée, bien arrêtée, les candidatures fantaisistes. Ce filtre neutre, à cause de François Hollande, qui a mis fin à l'anonymat, est devenu un filtre militant pour empêcher des personnalités courageuses de se présenter devant les Français. Eh bien moi, je lance un appel, comme Éric Zemmour, au courageux David Lisnard, qui a une responsabilité en cet instant en tant que président des maires de France. Et je suis prêt à y participer. J'ai été maire et je suis député. Vous avez répondu que là, c'est de rassembler tous les maires volontaires qui, à travers une forme de bloc ou de pool, pourraient accorder à Jean-Luc Mélenchon, à Marine Le Pen, à Éric Zemmour, en tout cas à tous les candidats qui rassemblent aujourd'hui, on le sait, vous êtes vous-même les témoins, un certain nombre de Français, de participer au débat démocratique. Nous sommes à 100 jours. Pourquoi vous n'y avez pas pensé avant? Pourquoi ça fait longtemps. Il pensait je le dis d'ailleurs dans le livre, ses parrainages de manière naturelle. Ça fait très longtemps que je le dis. Il n'empêche, si nous n'y parvenons pas par cette voie de rassemblement, eh bien, nous allons, nous, avec Éric Zemmour, à travers le Tour de France que nous entamons, parvenir, je n'ai aucun doute, à obtenir ces 500 parrainages. Mais il serait sain pour notre démocratie que le président de la République et le Premier ministre et que les présidents des institutions, comme David Lisnard, puissent lancer cette opération. Nous avons fait référence à Emmanuel Macron, qui a eu en son temps l'appui de François Bayrou. Êtes-vous le François Bayrou d'Éric Zemmour aujourd'hui? Je ne sais pas si c'est un compliment. C'est une question d'abord. François Bayrou avait contribué à faire basculer la campagne d'Emmanuel Macron, évidemment, en sa faveur. Moi, je viens avec, je l'ai dit, beaucoup de gravité, beaucoup d'enthousiasme. Je serai l'un des capitaines de cette aventure extraordinaire, de cette chance pour la France qu'est Éric Zemmour. Et j'espère, à travers le symbole que je représente, parce que je suis, je l'ai dit, député, mais j'ai été le numéro 2 des Républicains, j'ai donc dirigé l'une des plus grandes familles politiques françaises, d'apporter, en plus de tout l'enthousiasme, de la compétence et du courage d'Éric Zemmour, cette crédibilité, de l'expérience de parlementaire, toutes ces propositions de loi que j'ai pu déposer. Donc ce sera ou à lui ou aux commentateurs d'analyser si cet événement, parce que je crois que c'est un événement, qu'une personnalité de la droite républicaine rejoigne un candidat pour permettre l'union des droites, nous verrons si c'est un tournant. Je pense que c'est un tournant parce que il fallait un exemple ou un signal pour donner envie à mes collègues parlementaires ou élus locaux de nous rejoindre. On va continuer à en parler. Je voudrais juste rappeler, puisque vous avez parlé de la droite forte, que vous l'aviez fondée, me semble-t-il, avec Geoffroy Didier. C'est bien ça qui, lui, n'est pas parti, s'occupe de la communication de Valérie Pécresse. Vous nous expliquerez quand même, parce que voilà des gémillités dans les parcours et des choix très différents dans quelques instants. Et puis on vous demandera, Guillaume Pelletier, parce que vous avez des idées, est-ce que ces idées, notamment sur le plan économique, est-ce qu'Éric Zemmour va les prendre à son compte? Et on va voir qu'elles sont très différentes du programme, en tout cas à l'heure actuelle, du candidat Zemmour. À tout de suite, une courte pause. Et on se retrouve. D'être avec nous en direct sur Europe 1 et CNews en partenariat avec Les Échos. Notre invité, député LR, ancien numéro 2 du parti, Guillaume Pelletier, a annoncé ce matin. C'est une sorte d'acte de foi, c'est ce que vous avez dit, rejoindre Éric Zemmour. Vous n'avez pas confiance, avez-vous martelé en Valérie Pécresse, mais malgré tout, vous dites rester fidèle au RPR. Vous allez nous l'expliquer dans quelques instants. Nicolas Barret, d'abord. Sur le plan économique, on se demande si vous êtes vraiment dans la ligne d'Éric Zemmour que vous venez de rallier, puisque lui, il a un programme plutôt d'inspiration libérale. Et vous avez défendu la hausse du SMIC, la hausse des salaires. Vous avez parlé de 15 à 20% d'augmentation des salaires, tout ça financé par une taxation des mouvements de capitaux. Même Mélenchon ne va pas aussi loin. Alors, c'est un peu caricatural. J'ai proposé, et je suis très heureux de voir, après avoir été tant critiqué il y a 2 ans au moment de la sortie de ce livre, c'était d'ailleurs, je crois, sur ce plateau de télévision, tout le monde avait dit, mais la hausse des salaires, c'est impossible. Vous aurez noté, Nicolas Barret, qu'aujourd'hui, tout le monde y vient.
Valérie Pécresse propose la hausse de 10% des salaires nets. Enfin bon, bref. Et le président de la République dit aussi que c'est un sujet central. Et moi, je proposais la suppression des charges qui pèsent sur les entreprises, parce qu'il est hors de question que nos PME, TPE payent un lourd tribut à cette hausse des salaires. Mais oui, j'affirme et j'assume complètement l'idée que pour lutter contre l'assistanat, il faut mieux récompenser le travail et qu'il est intolérable que tous nos travailleurs, tous nos entrepreneurs qui font tant d'efforts soient aujourd'hui très régulièrement moins bien payés que ceux qui ne font pas l'effort d'aller travailler. Sur la question centrale que vous posez, d'abord c'est Éric Zemmour le candidat. Et je me soumettrai à ses choix. Ça ne m'interdit pas de lui faire un certain nombre de propositions. J'ai noté d'ailleurs que lui-même avait pris cette question du travail comme un axe central, puisqu'il propose par la baisse de la CSG une augmentation significative du salaire net de nos concitoyens. Il a proposé, je le soutiens, une défiscalisation complète des heures supplémentaires, comme l'avait fait Nicolas Sarkozy en 2007 et hélas que François Hollande a annulé en 2012. Il propose une défiscalisation de la participation et de l'intéressement dans l'esprit de la filiation gaulliste, et il a raison. Donc je crois que nous trouverons évidemment, et ce sera lui qui tranchera, un terrain d'entente, parce qu'au fond, quelle est ma position et sa position, notre position sur le plan économique? Colbert, Tocqueville, De Gaulle, Pompidou, qu'est-ce qu'ils nous répétaient sans cesse? L'économie, c'est à la fois une épée et un bouclier. L'épée, c'est-à-dire la compétitivité, l'agilité de nos entreprises. Il faut, moi je propose un code du travail à 100 pages. Pour mettre fin à l'esprit normatif asphyxiant pour toutes nos petites... Je ne parle pas des grands groupes, je parle de ce tissu remarquable de PME, de TPE, d'artisans, de commerçants qui n'en peuvent plus. Et ce n'est pas partisan, vous avez raison, parce que quasiment tous les candidats le disent. Hein. Oui. Stop, évidemment, mais, à cette mais sauf qu'il ne faut pas de proposition. Moi, c'est une proposition de loi inspirée des travaux de Robert Badinter, où je propose un code du travail symbolique de 100 pages pour revenir aux principes fondamentaux et libérer totalement les entreprises dans notre pays. Donc l'épée, l'agilité, la compétitivité. Valérie Pécresse dit la même chose. Oui, mais elle ne propose pas. Et elle a eu l'occasion de le faire quand elle était ministre. Nous le ferons. Et puis deuxièmement, le bouclier. J'assume, avec Éric Zemmour, d'être un protectionniste. C'est un mot positif. Nous protéger à travers une frontière commerciale des dangers de la mondialisation. Par exemple, avec une barrière écologique européenne. Pourquoi interdire à nos agriculteurs d'utiliser le glyphosate et en même temps importer des produits agricoles soumis au glyphosate du monde entier? Il faut revenir à de l'équilibre. Et comme la France est à la fois trop socialiste à l'intérieur et trop libérale à l'extérieur, nous devons retrouver une nouvelle vision très gaulliste de l'économie française. Comment vous allez marier ce que vous apportez et les propositions d'Éric Zemmour sur le plan politique? On peut se demander, après votre ralliement avec Éric Zemmour, quel est véritablement votre objectif? N'est-ce pas finalement peut-être de construire l'après, c'est-à-dire peut-être un nouveau parti sur les décombres, on verra, de la droite, des Républicains, puisque vous ne semblez pas du tout croire en la candidature de Valérie Pécresse, ni en celle de Marine Le Pen. Est-ce que vous n'êtes pas en train de créer ou de penser à l'après, finalement, un parti de la droite dure, un petit peu sur les cendres, j'allais dire, des LR et peut-être du RN, si Marine Le Pen ne parvient pas encore cette fois-ci? Droite dure, non, les cendres, non. Ce que nous portons, et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai rejoint Éric Zemmour, c'est au-delà des convictions qui sont les siennes et qui sont les miennes, au-delà du courage incroyable qui est le sien et que je veux faire mien en l'accompagnant. Il a compris l'état de la vie politique française et de la droite française. Il n'y a pas de victoire possible et durable, et donc de transformation profonde de notre pays. Nous serons même incapables de le sauver, puisque la question est posée. La question, c'est pas d'avoir un nouveau comptable à la tête de la France. C'est d'avoir un visionnaire, y compris sur le plan politique. Et à travers le mouvement Reconquête, 77 000 adhérents déjà en quelques semaines, quand les Républicains ont 120 ou 130 000 adhérents après des décennies d'existence. C'est de dire, si vous avez cru au RPR, si vous avez été proche de Charles Pasqua, de Philippe Séguin, de Nicolas Sarkozy, si vous voulez que la droite reste la droite et que la France reste la France, vous avez une opportunité historique de rejoindre un grand mouvement populaire qui va rassembler les patriotes, les républicains, les indépendants, qui va dire à la gauche, nous sommes majoritaires, c'est fini. L'époque où vous, gauche minoritaire, vous gouverniez, puisque nous allons reprendre le pouvoir et créer une architecture politique
à la présidentielle et aux législatives, capable de l'emporter et de bâtir une majorité. Si vous avez cru au RPR, si vous avez cru à Charles Pasqua, si vous avez cru à Philippe Séguin, mais vous voulez unir les droites, est-ce que vous diriez aussi si vous avez cru au Front National ou au Rassemblement National, vous êtes les bienvenus aussi? Bien sûr. Mais c'est le métro à 18h, c'est tout le monde qui monte. C'est exactement ça. Ah oui, mais alors, Éric Zemmour, c'est le gaullisme. Éric Zemmour, c'est le gaullisme. C'est la phrase de Malraux. Exactement. C'est tous ceux qui ont cru en Marine Le Pen, tous ceux qui se reconnaissent en Marion Maréchal Le Pen, tous ceux qui aiment Éric Zemmour, tous ceux qui, à droite, et ils sont innombrables, ont vibré aux campagnes présidentielles de Nicolas Sarkozy. Où sont-ils? Nadine Morano, soutient Valérie Pécresse. Éric Ciotti, soutient Valérie Pécresse. François-Xavier Bellamy n'a pas quitté LR. Ça va venir. Ce qui compte, c'est la vague populaire à la base. Et cette vague populaire, moi, je l'entends. Et je l'accompagne. Et elle est déjà arrivée, d'ailleurs, avant moi, chez Éric Zemmour. Avec Philippe de Villiers. Nous allons construire... Avec Philippe de Villiers. Évidemment que j'ai cité déjà, mais que j'aurais dû citer, et je suis très heureux de le retrouver. Il faut bien comprendre ce qui est en train de se passer. Cette élection présidentielle va être une élection historique, puisque face à cet éternel bloc de la pensée unique, de la bien-pensance, de la gestion comptable de la France et de l'échec pour nos concitoyens, que les Français comprennent bien qu'ils ont face à eux l'opportunité historique d'une nouvelle formation politique qui accueillera... Vous partagez tout avec Éric Zemmour. Est-ce que vous partagez la notion du grand remplacement? Est-ce que vous n'avez pas été choqué, comme certains disent, par les polémiques sur l'histoire, sur Pétain, sur Dreyfus? Est-ce que tout cela, pour vous, ça passe en arrière-plan? Est-ce que rien ne vous a heurté? Est-ce que vous rejoignez cette aventure zemmourienne, j'allais dire sans aucune nuance? Vous l'épousez complètement? Mais bien sûr qu'on a des nuances, mais j'ai pu discuter avec lui et comprendre... un certain nombre de ses propos qui m'avaient choqué et il m'a totalement rassuré. Je vais vous donner un exemple. Prenons ce qu'on lui prête sur le maréchal Pétain. C'était un livre il y a 7 ans où il ouvrait le débat, des débats d'historiens sur cette question-là. Mais Éric Zemmour, et c'est son histoire qui le prouve, ce ne sont même pas des propos, fut lui-même, je l'ai dit tout à l'heure, marqué à travers sa famille par l'immonde régime de Vichy. Comme moi, il pense que la France était à Londres et qu'à Vichy, c'était l'anti-France. Que le peuple de France, les résistants, incarnaient la lumière, quand tant d'autres collaboraient au nom de la honte. Mais il ne veut pas, et il a raison, je suis prof d'histoire, il a raison. Il ne veut pas réduire la France uniquement à ses zones d'ombre, parce que la France est aussi un passé glorieux. C'est un roman national qu'il nous faut redonner à aimer. Vous savez, j'étais professeur d'histoire-géographie en collège et lycée public, et j'ai toujours essayé, de la 6e à la terminale, d'enseigner, de transmettre à mes élèves cet amour de la France. Nous avons un peuple merveilleux, une histoire merveilleuse. Nous sommes le plus beau pays du monde et nous avons des élites qui tentent de nous apprendre à le haïr. Eh bien nous, avec Éric Zemmour, nous allons redonner la France à aimer et nous allons rebâtir et reconstruire des Français. Islam et islamisme, vous ne faites pas de différence non plus, comme Éric Zemmour? Son explication me va très bien. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'islam porte à travers cette religion, une confusion terrible entre le politique et le religieux, entre le temporel et le spirituel. Il a raison. Tout le monde le sait et tout le monde le reconnaît. Et que par conséquent, nous devons, il l'a dit magnifiquement à Villepinte, tendre la main, et je le refais ce matin, à tous les Français musulmans, pour leur dire que bien sûr, vous pourrez pratiquer votre religion en toute liberté dans notre pays. Bien sûr, que vous êtes les bienvenus, à une condition, c'est que vous aimiez la France. Vous savez, c'est Apollinaire qui disait... En France, ceux qui l'aiment n'ont pas besoin d'aïeux. Et c'est vrai, j'ai lu votre livre aussi, Sonia Mabrouk, et vous le racontez magnifiquement. Et tout ça, c'est très important. La question, c'est pas une question de religion, de couleur de la peau, tout ça n'a aucun sens. C'est l'acte posé d'aimer la France, d'épouser nos coutumes, nos traditions, nos modes de vie, de dire que la France nous dépasse. Je suis un Français catholique. Je me suis intéressé à la religion et je suis catholique depuis l'âge de mes 18 ans. Mais je suis Français avant tout. J'aime la France plus que tout. Et la France, c'est ce pays extraordinaire qui permet de faire vivre ensemble ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas. Et nous allons porter avec force et détermination à la fois cet acte d'amour, tous ceux qui ont une religion pourront la pratiquer, à la condition qu'ils reconnaissent qu'au-dessus, il y a la France et notre magnifique histoire. On arrive à la conclusion. Guillaume Pelletier, je vous remercie d'avoir été notre invité. Député LR jusqu'à peut-être député, encore... c'est sûr. Député, c'est sûr. Député Reconquête aujourd'hui? Probablement, oui. Vous savez, c'est logique. Je ne ferai pas comme ceux qui avaient trahi pour un poste. Pour le coup, messieurs Darmanin et Le Maire, qui, eux, avaient fait durer le suspense. Bien sûr, je me mets en retrait des Républicains. Je ne veux pas poser de problème
aux Républicains, mais je lance un appel solennel et grave à tous ceux qui aiment la France et qui, à droite, veulent rebâtir une vraie droite, de rejoindre Éric Zemmour. Merci Guillaume Pelletier d'avoir été notre invité ce matin en direct sur Europe 1 et CNews. Je remercie évidemment Mathieu Bock-Côté et Nicolas Barré. Bon dimanche à vous sur nos antennes communes.